Alors, je suis Mickaël Zemmour, je suis enseignant à l'université et économiste, chercheur, et je travaille sur la protection sociale, le travail, le système de retraite en France. J'ai publié avec Jean-Claude Barbier et Bruno Terray le système français de protection sociale aux éditions Repères, La Découverte. Donc aujourd'hui, on va parler du travail, de notre rapport au travail. Je vais vous donner une perspective, celle d'un économiste, sur le travail et son évolution. Puis on parlera aussi de la réforme des retraites. T'as capté. Au sens large, le travail, c'est n'importe quelle activité qu'on fait pour fabriquer quelque chose ou rendre service à quelqu'un. Vous préparez à manger, vous étendez le linge, vous soignez quelqu'un, on peut dire que c'est du travail. Ça, c'est au sens très large. Pour les économistes, en général, on restreint un petit peu le sens et on va considérer que le travail, c'est les activités qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'économie. En général, pour la plupart des gens, on travaille embauché par quelqu'un, un employeur, un patron, pour toujours fabriquer quelque chose ou rendre service à quelqu'un, mais selon des règles définies dans une relation entre un employeur et un salarié. Je ne connais pas, moi, l'origine du mot travail. Il y a plusieurs choses qui circulent, sans doute certaines qui sont fausses, d'autres qui sont plus justes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le mot travail renvoie à quelque chose que les économistes définissent un petit peu différemment, qui est l'emploi. Le fait d'avoir, entre guillemets, un boulot, c'est-à-dire un employeur, une feuille de travail, souvent un salaire. Et quand on dit travail au quotidien, c'est souvent à ça qu'on pense. Et par ça, on parle du fait d'avoir un travail ou au contraire de ne pas travailler ou d'être au chômage. Et quand on dit ça, on évacue un petit peu rapidement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais pas forcément en emploi, soit qu'elles travaillent à la maison, soit pour rendre service, soit dans des associations. C'est une autre activité. Donc pour les économistes, la distinction intéressante, c'est la distinction entre l'emploi, c'est-à-dire avoir un emploi, avoir un salaire, avoir une activité professionnelle rémunérée, et puis le travail qui a un sens plus général, et souvent on emploie les deux mots comme synonymes. Encore une fois, au sens très large, n'importe quelle activité peut être considérée comme du travail. N'importe quelle activité pour fabriquer quelque chose, pour rendre service à quelqu'un. La place particulière du travail dans notre économie aujourd'hui, dans le monde capitaliste, et c'est ce que Karl Marx met en avant, mais ce n'est pas le seul, c'est que le travail dans notre société prend une forme particulière avec l'emploi et avec le salariat. La plupart des gens, pour vivre, ont besoin d'avoir un emploi, de vendre leur travail ou leur force de travail pour avoir un salaire. Et ça, c'est différent de d'autres périodes de l'histoire où souvent on travaillait aux ordres de quelqu'un, mais pas forcément pour un salaire, au sein de sa famille. Dans notre société, la plupart des gens doivent vendre une partie de leur temps, une partie de leur travail pour avoir une rémunération. Et ça, c'est très particulier et ça distingue le travail en emploi des autres formes d'activité humaine. Donc, on a commencé par définir un petit peu le travail du point de vue de l'économie et maintenant, on va aborder la question du rapport des individus ou du rapport de notre rapport au travail dans cette société. T'as capté. Est-ce que nous sommes tous égaux face au travail? La réponse est probablement non. Il y a énormément d'inégalités par rapport au travail. Première inégalité, c'est en avoir ou pas. C'est-à-dire le fait même d'avoir un emploi ou de ne pas en avoir, c'est-à-dire souvent d'être au chômage de manière involontaire, c'est la première des inégalités. Et selon votre sexe, votre couleur de peau, votre origine réelle ou supposée, l'endroit où vous habitez, vous n'avez pas les mêmes possibilités de trouver un emploi qui vous correspond et qui soit rémunéré. Donc on n'est déjà pas égaux face à la capacité d'avoir un travail. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Videur, basketteur? J'étais dans les ressources humaines. Il veut pas faire veilleur de nuit, plutôt? Ensuite, quand on trouve un travail, il y a aussi des inégalités nombreuses. D'abord, tous les salaires ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui ont des faibles salaires, d'autres des salaires plus élevés. Ces différences de salaire, elles peuvent refléter des différences de diplôme, des différences de compétences, mais aussi des différences de rapport de force, de position dans la société. Donc il y a beaucoup d'inégalités au sein du monde du travail. Il y a des inégalités aussi importantes entre femmes et hommes.
Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en moyenne, il y a à peu près le salaire des femmes est un quart plus faible que celui des hommes. Ça s'explique par beaucoup de choses. Un temps de travail plus faible, un moindre accès aux postes les mieux rémunérés, ou alors des professions plus fréquemment occupées par des femmes qui sont des professions moins bien payées. Donc non, on n'est pas toutes et tous égaux face au travail, loin de là. Et notre société est une société relativement hiérarchisée et ça se transcrit très fortement dans l'accès au travail et dans l'accès au salaire. Il y a beaucoup de travaux qui mettent en avant qu'il n'y a pas que l'emploi, il n'y a pas que l'emploi rémunéré comme forme de travail, et notamment Maud Simonet ou alors Delphine Roy mettent en avant l'importance du travail domestique. Et donc Delphine Roy, par exemple, a calculé que si on regarde le temps que passent les individus à travailler au sens large, il y a un temps extrêmement important qui est consacré aux activités domestiques, c'est-à-dire s'occuper des enfants, entretenir le ménage, faire des activités de service à domicile. Et si on les incluait dans la richesse créée, il faudrait augmenter à peu près d'un tiers la richesse créée. Et le temps passé à travailler en dehors de l'emploi représente, alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais quasiment le même temps que celui qu'on passe au travail. Donc oui, il y a deux formes de travail et c'est important de l'avoir en tête parce que c'est concurrent. Je vous disais tout à l'heure qu'en moyenne, les femmes ont des salaires plus faibles que les hommes. Une des explications, ça n'est pas la seule, c'est qu'elles passent une partie de leur temps, plus fréquemment que les hommes et plus longtemps que les hommes dans la semaine, à travailler à des activités non rémunérées, s'occuper du logement, s'occuper du ménage, s'occuper des enfants. Les enquêtes sur les emplois du temps montrent que ce sont des activités qui ne sont pas également réparties, en particulier dans les couples hétérosexuels. Et donc cette partie du travail non rémunéré vient en concurrence finalement avec le travail rémunéré. Ça rend soit impossible de faire les deux, soit plus difficile de passer du temps au travail ou d'avoir une certaine forme de carrière quand on a cette activité à côté à gérer. Très certainement, il ne suffit pas de travailler pour réussir, c'est-à-dire que si on se pose la question de est-ce que tout le monde est égaux pour avoir accès à un travail qu'il a choisi, qui fait du sens pour lui ou elle, qui est correctement rémunéré, non, il n'y a pas une égalité. D'abord, trouver un travail, tout le monde n'est pas égal devant cette capacité-là. Choisir un travail non plus. Et puis, il y a une autre inégalité, c'est est-ce qu'on a de l'autonomie au travail ? Est-ce que quand je travaille, je choisis quelle activité je le fais, à quel moment je le fais, quelle forme elle doit prendre, ou alors est-ce que j'obéis en tout et pour tout à un employeur ? Par exemple, est-ce qu'il me dit juste ce que je dois faire, ou est-ce qu'il me dit aussi à quel moment je dois le faire, quels sont les gestes pour les faire, dans quel temps je dois le faire ? Et donc, ça aussi, c'est des grosses différences. T'as capté. Là, vous me posez une question qui est de savoir est-ce que le travail a un sens ? Ça renvoie à une question que se posent les économistes, qui est la question de savoir qui décide de la production. C'est-à-dire le travail économique, celui qui est effectué pour produire des choses qui se vendent, qui en décide ? Et dans le système économique qui est le nôtre, le plus souvent, la plupart du temps, ce sont les entreprises capitalistes, majoritairement, qui décident de savoir non seulement quoi produire, comment le produire et à quel prix. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, parce que ça veut dire que la majorité des gens, quand ils se rendent au travail, ils obéissent à des objectifs qu'ils n'ont pas définis. Tu termines une tâche, t'es content de toi. Et puis tu regardes le tableau et tu vois qu'il y en a toujours plus. Ça s'arrête jamais. Parce qu'ils se font un paquet de fric sur ton dos. Et puis les chefs te mettent la pression. Peu importe que tu sois heureux ou non, motivé ou pas, l'important, c'est que tu leur rapportes toujours plus d'argent. Il est possible d'envisager le travail autrement, c'est-à-dire soit des entreprises, soit des configurations de travail particulières, où les gens choisissent leur activité, où on discute entre eux pour se dire bah, « tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va fabriquer, qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on veut vendre ?» Mais ce n'est pas le cas dans la majorité des cas. Et donc, il y a une majorité d'individus qui se retrouvent à travailler pour fabriquer des choses sans doute de qualité, parfois utiles, parfois non, mais qu'ils n'ont pas réellement choisies.
savoir est-ce que le travail qu'on fait est utile ou est-ce qu'il est inutile, c'est pas une question facile. Si vous fabriquez un objet qui pour vous n'a aucun sens, mais un gadget, mais que des gens viennent acheter, ça veut dire que les gens qui viennent l'acheter le considèrent comme utile pour eux. Si vous remplissez des formulaires, peut-être que pour vous c'est complètement inutile, mais qu'il y a une administration qui considère que c'est utile. Savoir ce qui est utile, c'est pas forcément évident. Il y a une vraie question de savoir qui contrôle le travail, c'est-à-dire qui choisit de ce qu'on va faire. Et puis, si vous vous demandez est-ce qu'on peut refuser le travail, dans toutes les périodes, il y a toujours eu des travails. D'ailleurs, la plupart des gens travaillent d'une manière ou d'une autre, chez eux, en emploi, hors emploi, etc. Ce qui est particulier dans notre société, c'est que la plupart des gens n'ont pas le choix de travailler pour vivre. C'est-à-dire que la plupart des individus, en France, dans la plupart des pays, vivent essentiellement des revenus qu'ils tirent de leur travail. Et s'ils s'arrêtent de travailler, ils peuvent avoir quelques protections, les minima sociaux, le chômage, mais globalement, ils sont mis dans une situation où ils ne peuvent pas vivre correctement. Et donc, il y a une sorte de contrainte. Il faut absolument avoir un travail pour avoir un revenu avec lequel on peut vivre correctement. Et c'est l'organisation économique de notre société qui nous place dans cette position-là. Et donc, refuser le travail, il y a des personnes qui choisissent d'essayer de sortir de ce cadre-là, mais ce n'est pas du tout évident. Le travail s'impose à beaucoup de gens, et les personnes qui n'ont pas de travail, soit parce qu'elles ne sont pas en situation de santé pour travailler, soit parce qu'elles ne trouvent pas d'emploi rémunéré, sont très souvent mises dans une situation très difficile. Voici le formulaire d'engagement du demandeur. On vous demande de vous engager à passer 35 heures par semaine à chercher du travail. Ça peut être par les petites annonces, les agences, et aussi en ligne, via le site indiqué sur cette page. Vous remplissez les cases, mais vous devez prouver que vous cherchez réellement un emploi. D'accord, mais mon médecin m'a formellement déconseillé de reprendre le travail. Dans ce cas, vous devriez plutôt demander une pension d'invalidité. Je l'ai fait, mais quelqu'un d'incapable s'y est opposé. Alors j'essaie de faire appel. D'accord, très bien. C'est votre choix, Monsieur Blake. Non, je n'ai pas le choix. J'ai pas de revenus si je touche pas cette somme. On pourrait même rajouter que dans notre société, on laisse volontairement les personnes sans travail dans des situations très difficiles pour les mettre sous pression. Si vous écoutez les discours, par exemple, du président de la République concernant les minima sociaux, le revenu de solidarité active, il est laissé volontairement très bas et on ne le donne pas aux jeunes de moins de 25 ans. Et la principale raison pour laquelle on laisse les personnes sans travail à des niveaux de pauvreté parfois très prononcés, c'est pour les pousser à travailler coûte que coûte, avec l'idée qu'ils auraient choisi de ne pas travailler et qu'il faut absolument leur rendre cette situation très difficile pour les pousser à accepter des formes de travail, même si celui-ci est mal payé ou dans des conditions dégradées. L'organisation économique de notre société, elle repose sur le fait qu'il y a des employeurs qui cherchent des salariés pour les rémunérer et pour leur faire produire ce qu'ils ont décidé. À partir de ce moment-là, il est un peu difficile de créer des catégories de travail utile, travail inutile. Est-ce que la publicité, c'est utile ? Certains diront non, ça pollue, et d'autres diront oui, ça fait vendre. Donc, ce n'est pas évident de savoir ce qui est utile ou ce qui est inutile pour un économiste. Par contre, la grande question, c'est de savoir qui décide, comment on va produire et ce qu'on va produire. Ça peut être une décision qui est complètement laissée à l'entreprise ou ça peut être une décision qui est plus ou moins partagée, soit avec les salariés, ça peut être le cas d'entreprises où les salariés sont associés à l'organisation, soit avec les citoyennes et les citoyens. En théorie, le travail qui est effectué dans les services publics, il est décidé par la collectivité et pour le bien de la collectivité. T'as capté. On va maintenant parler de quelque chose qui existe depuis plus de 70 ans maintenant, ce qu'on appelle l'État social. Et c'est la manière dont la protection sociale vient à côté du travail. L'économie capitaliste, elle a une forme de grande efficacité, c'est qu'elle a favorisé le développement de beaucoup de richesses et de croissance, mais elle a une forme de grande brutalité, c'est qu'elle laisse les individus extrêmement dépendants du fait de pouvoir travailler pour vivre. Vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez ou vous êtes sûr? Non, je suis sûr, sûr. Bien sûr, non, bien sûr.
Vous comprenez bien que ça signifie que ça serait avec un salaire en dessous aussi. Oui, je sais. Et ce qui s'est développé au cours du XXe siècle, en réponse à cette brutalité, et aussi sous la pression des salariés organisés, c'est de la protection sociale. C'est-à-dire le fait de se garantir collectivement que même quand on n'est pas en situation de travailler, on peut avoir le droit à un revenu, au chômage, à un congé maladie, à de la retraite, qui ne vous laisse pas complètement sans revenu, même quand vous n'êtes pas en situation de travailler. Ce mouvement de mise en sécurité sociale, il s'est développé de manière différente dans tous les pays riches au cours du XXe siècle. Et les débats qu'on a sur le chômage, sur la retraite, sur les minima sociaux aujourd'hui, sont encore des débats sur ça, c'est-à-dire comment on s'organise collectivement, à la fois pour organiser le travail, mais aussi pour se protéger quand on n'est pas en situation d'être au travail et d'avoir un salaire. Et on met en commun, en réalité, une partie du salaire pour financer ce qu'on appelle des revenus de remplacement, de la retraite, du chômage ou des minima sociaux, par exemple. Il y a un auteur de référence qui s'appelle Karl Polanyi, qui dit qu'au XXe siècle, au XIXe siècle, s'est produit un mouvement de marchandisation du travail. On a transformé le travail des individus en marchandises et c'était tellement brutal pour les individus. Du jour au lendemain, on pouvait les embaucher, du jour au lendemain, on pouvait les licencier, qu'il a fallu un contre-mouvement mu par des forces historiques, politiques, syndicales, de démarchandisation du travail. C'est-à-dire que pour vivre, on dépend de son salaire, mais on a aussi un certain nombre de droits sociaux, le droit au chômage, le droit à la retraite, le droit à la sécurité sociale. Et ce système, il est à la fois protecteur pour les individus, il réduit fortement les inégalités entre les personnes qui sont en situation d'avoir un emploi et celles qui ne sont pas en situation de travailler à un moment donné. Et ça génère aussi une forme de bien-être. Par exemple, si on parle de la retraite, aujourd'hui, grâce au système des retraites, on n'est plus obligé de travailler jusqu'à sa mort. Passé un certain âge, si on a eu une carrière suffisante dans des bonnes conditions, on peut avoir toute une période de sa vie, plusieurs dizaines d'années, pendant lesquelles on a un revenu et pendant lesquelles on peut participer à des activités de la vie collective, la vie associative, la vie familiale, recevoir un revenu sans avoir à travailler dans le cadre d'un emploi. La question de la place de la protection sociale pour les économistes, elle est posée de la manière suivante. D'un côté, c'est simplement une question de comment on répartit la richesse créée. Par l'activité économique, on va produire des choses, vendre des choses, on va avoir du revenu et la question c'est comment on répartit ce revenu entre les personnes qui sont en emploi, qui reçoivent leur salaire directement, et les personnes qui ne sont plus en emploi, par exemple les retraités, qui vont recevoir leur retraite. Donc la première question, c'est comment on répartit le revenu entre les personnes en emploi, au travail, et les personnes à la retraite. Ça, c'est la première question. Et donc, s'il y a plus de retraités, on peut avoir envie de mettre plus d'argent pour financer les retraites. Notre système économique repose sur le fait que les personnes qui n'ont pas beaucoup de richesses, un gros patrimoine, sont obligées de travailler pour obtenir un salaire et en vivre. D'un autre côté, cette obligation, elle est en partie réduite parce que quand on n'est pas en situation de travailler, on peut avoir un certain nombre de protections au chômage ou à la retraite. Et donc toute la question de la protection sociale, c'est de savoir quel est le bon niveau, quel niveau de protection on accorde aux personnes qui sont en dehors de l'emploi et quel niveau de richesse on réserve aux personnes qui sont en emploi. D'un côté, au nom de l'égalité et de la justice, on va vouloir protéger correctement les personnes qui sont hors de l'emploi pour qu'elles ne soient pas simplement dans la pauvreté et dans le dénuement. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en situation d'être au travail qu'il faut laisser les personnes dans la misère. D'un autre côté, au nom de la logique économique, certains diront que si on protège trop les personnes en dehors de l'emploi et qu'on diminue trop le salaire des personnes qui sont en emploi, certaines personnes peuvent craindre que plus personne ne veuille travailler. Et donc c'est entre ces deux idées extrêmes que se pose la question de la protection sociale. Quel est le bon niveau de protection qu'on doit organiser collectivement pour les personnes qui ne travaillent plus, notamment les retraités, les personnes au chômage ou les personnes en formation ou les personnes malades. Et en même temps, quel est le degré de richesse qui doit être réservé aux personnes qui sont
en emploi, en activité, et notamment pour toujours les pousser à travailler davantage. Alors le problème avec le débat sur la réforme des retraites, c'est le suivant. C'est que d'un côté, il y a une décision politique à prendre. On a un système de retraite qui est assez efficace, mais on va avoir de plus en plus de retraités. Et donc, pour les années à venir, on va avoir le choix entre consacrer davantage de richesses aux retraites pour les maintenir au même niveau qu'aujourd'hui, parce qu'il y aura plus de retraités, ou alors baisser les retraites parce qu'on garderait le même montant pour les retraites, mais il y aurait plus de retraités, ou alors raccourcir la durée de la retraite en décalant l'âge de la retraite. Donc ça, c'est un choix très politique et c'est un choix dont on pourrait débattre collectivement. La difficulté, c'est que le gouvernement a, lui, en fait, déjà fait ce choix. Il a choisi de dire, puisqu'il va y avoir plus de retraités, on va leur imposer des retraites plus courtes, on va décaler l'âge de la retraite, et c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Et comme il a déjà fait ce choix, plutôt que d'organiser une discussion sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre système de retraite, il met en scène une situation dramatique en disant soit c'est la solution qu'on a proposée, soit le système va exploser. En réalité, le système n'est pas menacé d'explosion, il a des défis auxquels il doit faire face. C'est-à-dire, il va y avoir plus de retraités demain qu'il n'y en a aujourd'hui, et il y en avait encore moins hier. Et face à ce défi, dans un contexte économique donné, on doit faire des choix. Et c'est de ça qu'on pourrait parler collectivement. Encore une fois, la difficulté, c'est que le gouvernement a voulu faire le choix d'abord, c'est-à-dire raccourcir la durée de la retraite comme unique réponse, là où il y aurait pu y avoir différentes réponses, soit mettre davantage d'argent dans le système, soit jouer sur le montant de la retraite, soit encore faire contribuer davantage les hauts revenus ou alors les profits des entreprises. Historiquement, le nombre de retraités a énormément augmenté depuis les années 70. Le nombre de retraités a augmenté à la fois parce que les générations qui sont parties à la retraite sont de plus en plus nombreuses, mais également parce que l'espérance de vie, la durée qu'on passe à la retraite a augmenté. Du coup, il y a de plus en plus de retraités et ça fait des années que ça dure. Comment on a fait face à cette augmentation du nombre de retraités ? On a utilisé 3 choses. La première chose, c'est que on est de plus en plus productif. La même personne aujourd'hui produit beaucoup plus de richesses que dans les années 70. Et donc, en produisant plus de richesses, on a pu à la fois augmenter son salaire, on vit mieux aujourd'hui que dans les années 70, on a pu augmenter l'argent qui va du côté des retraites, et ça a été une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'on a déjà décalé beaucoup l'âge de la retraite. Il y a quelques années, il fallait avoir travaillé 37 ans pour avoir une retraite complète, 37 ans et demi, et on pouvait partir dès l'âge de 60 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas partir à la retraite avant 62 ans. Il faut avoir travaillé 42 années pour avoir une retraite complète. C'est la deuxième chose qu'on a fait. On a raccourci la durée de la retraite. Puis la troisième chose qu'on a fait, c'est qu'on a diminué le niveau des retraites. C'est-à-dire que pour la même carrière, quelqu'un qui est à la retraite aujourd'hui a une retraite plus défavorable que si il ou elle était parti à la retraite dans les années 80. Donc c'est les 3 choses qu'on a fait par le passé. Et pour répondre aux défis de demain, on peut faire la même chose, jouer sur le financement des retraites en augmentant les cotisations, jouer sur le niveau des retraites ou jouer sur la durée de la retraite. La difficulté, c'est que le gouvernement a choisi un seul des leviers, uniquement la durée de la retraite, ce qui fait un choc important pour les personnes qui pensaient prendre leur retraite dans quelques mois. T'as capté. Bon, il y a une grande question aujourd'hui très à la mode, c'est celle de votre chapitre 5. Est-ce que le travail va disparaître ? Vous avez postulé à des emplois, oui ou non ? Tout ça, c'est une vaste blague, non ? Vous êtes assise là avec votre gentil badge épinglé sur votre poitrine, Anne, en face d'un homme qui est malade, qui cherche un travail qui n'existe pas, et que de toute façon, il ne fera pas. Je perds mon temps. Les employeurs, idem. Vous, idem. Première réponse, c'est que les économistes, ni personne d'ailleurs, ne prédisent l'avenir, mais il n'y a pas de raison de penser que ça va être le cas. En fait, la tendance historique, c'est 2 choses. Les gains de productivité, c'est-à-dire le fait qu'on ait des machines, qu'on soit de plus en plus efficace, qu'on organise le travail différemment, ont conduit en partie à réduire le temps travaillé par les individus. C'est comme ça que progressivement on a pu organiser des congés payés, des vacances, qu'on a pu réduire le temps de travail, qu'on a pu permettre de supprimer le travail des enfants aussi. Et donc, le fait qu'on soit de plus en plus efficace, ça a tendance historiquement à réduire le temps qu'on passe au travail. La deuxième tendance importante, c'est que l'emploi salarié
est de plus en plus partagée par l'ensemble de la population. Et notamment, les femmes passent de plus en plus de temps en emploi salarié, là où dans les années 50-60, elles passaient beaucoup plus de temps en dehors de l'emploi, et notamment à s'occuper uniquement du travail domestique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour demain? Est-ce que le développement des robots, de l'intelligence artificielle va faire disparaître le travail? Non, il est probable que non. La richesse créée, elle est toujours créée par l'activité humaine. Si des robots nous permettent d'être plus efficaces, il y a deux possibilités. Soit ils vont avoir tendance à enrichir leurs propriétaires, qui vont pouvoir tirer parti de ces robots pour faire du profit. Soit on peut utiliser ces gains de productivité, finalement, soit pour augmenter les salaires, soit pour diminuer le temps de travail, c'est-à-dire que grâce à un robot, on pourra travailler 2 heures au lieu de 3 pour fabriquer la même chose. Et donc, la question des robots, de l'intelligence artificielle, c'est plutôt une question qui concerne l'organisation du travail, qui concerne aussi le rapport entre les propriétaires des logiciels, les propriétaires des robots et les salariés, qu'une vraie question de la disparition du travail. Mais c'est sûr que quand une technologie change, ça va réorganiser toute l'organisation du travail et ça réorganise aussi le rapport entre les propriétaires de cette technologie et les personnes qui vendent leur force de travail. Ça peut permettre, par exemple, plus facilement de délocaliser une activité d'un pays à un autre, ou ça peut permettre aussi de remplacer plus facilement un salarié par un autre. Et donc toute la question, c'est de savoir comment on se sert de ces technologies. Est-ce qu'on s'en sert pour continuer, par exemple, à réduire le temps de travail par individu? Est-ce qu'on se sert de technologies plus productives pour réfléchir à comment on organise collectivement le travail et la production? Ou alors, est-ce que ces changements technologiques, ils servent essentiellement à diminuer la part des salaires pour augmenter la part des profits? Ce qu'on peut craindre quand on est salarié, c'est que, par exemple, les technologies soient utilisées, c'est déjà le cas en partie aujourd'hui, pas pour produire mieux ou davantage, mais parfois pour simplement être un moyen de pression sur les salariés. Un employeur pourrait utiliser une technologie pour dire à un journaliste qui prépare une émission de télé: je vais utiliser ma technologie pour te rendre de plus en plus remplaçable. On a un ordinateur qui génère toutes les questions qu'on va te poser, et si tu n'acceptes pas de baisser ton salaire, j'embaucherai quelqu'un d'autre pour lire les mêmes questions. Ça pourrait être un scénario qui se passe. C'est déjà ce qu'on observe dans certaines activités où on a beaucoup utilisé la technologie et la standardisation pour faire pression sur les salariés ou rendre les salariés remplaçables les uns par les autres plus facilement. La question que pose Antonio Casilli, d'une certaine manière, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on utilise les changements technologiques et les progrès techniques. Est-ce qu'on les utilise uniquement pour réorganiser le travail en vue d'augmenter la profitabilité, ou est-ce qu'on a une façon d'utiliser la technologie qui permet de produire soit davantage, soit mieux, soit de manière moins difficile aussi pour les salariés? Et donc, ça renvoie aussi à la question de l'organisation de la production. Est-ce que la production est uniquement décidée par les propriétaires du capital, des machines ou des logiciels, ou est-ce qu'on a des instances au travail, dans l'entreprise ou dans un cadre démocratique plus large pour décider quoi produire et comment le produire? Est-ce qu'il faut taxer les robots? Est-ce qu'il faut taxer les logiciels? Un robot ou un logiciel, ça n'a pas de salaire et ça ne fait pas de profit en soi. Donc, la question principale, c'est la question de la propriété de ces technologies. On pourrait envisager qu'il y a des technologies qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas les laisser à des propriétaires privés. On pourrait penser ça, par exemple, pour Google ou les grands moteurs de recherche qui sont devenus indispensables à nos économies. Il y a de bonnes raisons de penser qu'il faudrait que ça devienne des biens publics et qu'on n'en laisse pas la propriété exclusive à quelques actionnaires. Dans ce cadre-là, on pourrait s'organiser pour que les gains en termes d'organisation qui sont liés à ces robots ou à ces technologies bénéficient à tous. Il n'y a pas de fatalité à ce que la technologie pour elle-même soit source de dégradation des conditions de travail et de souffrance sociale. La question de la technologie, c'est comment elle est employée dans une économie donnée, dans une situation donnée. Historiquement, le progrès technique a à la fois conduit
à une réduction du temps de travail, une amélioration de la productivité, une amélioration des salaires. Et en même temps, il y a des changements technologiques qui ont pu conduire à des déqualifications, des baisses de salaire ou une mise en concurrence des salariés entre elles et eux. Et donc, toute la question, c'est la question de la propriété de ces technologies et du choix de son utilisation à un moment donné. Le travail en lui-même n'a pas de limite. C'est-à-dire que la limite du travail, c'est la limite du temps qu'on consacre à produire quelque chose d'utile. Par contre, ce qui peut être rationné, c'est l'emploi. C'est-à-dire que je suis disponible, je suis prêt à faire des choses, je suis de bonne volonté, mais personne n'accepte de m'embaucher. Et ça, c'est pas parce qu'il manque de travail, c'est l'organisation économique de la société à un moment donné qui va mettre en concurrence les salariés entre eux pour dire on va rationner, on va embaucher telle personne et pas telle autre. Et face à ça, c'est un défi qui est constamment renouvelé, la question du chômage, qui est une question importante. C'est plutôt une question de l'organisation économique de notre société que l'idée que le travail, ça serait une denrée rare qui aurait disparu. Ça, c'est pas vraiment comme ça qu'on peut se représenter les choses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de besoins qui ne sont pas pourvus. Il y a des enfants en bas âge qui devraient être gardés, qui ne le sont pas. Il y a des personnes âgées dépendantes qui auraient besoin d'aide et de soutien. Il y a des activités au service de la rénovation des bâtiments, de la transition énergétique, dont on aurait collectivement besoin. Et donc, la grande question de l'économie, c'est comment organiser l'activité humaine pour mieux répondre à ces besoins, tout en utilisant du mieux possible et dans des bonnes conditions la capacité de travail qu'on a collectivement. Je ne crois pas que le débat sur la réforme des retraites soit un débat obsolète. C'est un débat sur deux choses. C'est d'abord un débat sur le travail. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont aux portes de la retraite, ou à 2 ans, 3 ans, 10 ans de la retraite, et qui avaient prévu de partir à la retraite à un certain âge. Et pour faire des économies, on leur demande de partir plus tard à la retraite, alors qu'ils sont fatigués, qu'ils avaient prévu de partir, ou même des fois qu'ils ne sont plus au travail. Donc on va les maintenir au chômage, aux minima sociaux, 1 ou 2 ans de plus, pour faire des économies. Donc ça, c'est un débat de fond. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions socialement moins douloureuses que ça? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est collectivement, comment on veut organiser la société de demain? Est-ce que, dans des situations difficiles, face à une croissance qui ralentit, à des défis écologiques, on a un projet collectif, entre guillemets, pour mieux vivre? Ou alors, est-ce que la seule réponse, c'est de se mettre tous collectivement davantage sous pression? Il va falloir travailler 2 ans de plus dans des conditions dégradées. Il va falloir diminuer le revenu des personnes au chômage. Il va falloir accepter des salaires plus faibles parce que les prix augmentent. Et donc, il y a un défi, dans des conditions qui sont objectivement plus difficiles aujourd'hui qu'hier, de savoir comment on répond et quel est le projet économique et social qu'on va porter en réponse à ces changements-là. Donc on était sur T'as capté, l'émission de vulgarisation de Click, et si tout se passe bien, ça devrait être diffusé le 1er mai, le jour de la fête internationale du travail, des droits des travailleurs. Et normalement, ce jour-là, il y a des manifestations partout en France, mais aussi partout dans le monde. Et cette question du travail et du droit du travail anime beaucoup ces journées de manifestation, cette réflexion aussi sur comment on travaille, qu'est-ce qu'on produit et quelle société on construit en travaillant. T'as capté?